Bonjour à tous. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Alger. Alors, c'est un petit peu, on ne me voit pas trop, je suis derrière le public, mais c'est pas grave. Hein, là, je trouve quand même que bon, voilà. C'est un immense plaisir d'être là et je remercie les organisateurs et en particulier le docteur Moualek de m'avoir invité. Donc, moi, je vais vous parler de canalopathie et prévention de la mort subite. Je suis désolée, hein, j'ai une voix un peu, je suis un peu malade, donc je vais essayer, si vous m'entendez pas bien, vous me dites. Donc les canalopathies, c'est quoi? En fait, les canalopathies, c'est tous les troubles électriques primaires sans cardiopathie structurelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de patients qui ont une échographie cardiaque normale, une IRM cardiaque normale. Donc ils ont un cœur structurellement normal. Donc on va parler des trois principales canalopathies qui sont le syndrome du QT long, le syndrome de Brugada et les tachycardies ventriculaires catécholergiques. Et accessoirement, on passera très vite en fonction si on a le temps ou non, du syndrome du QT court et de la repolarisation précoce. Alors, la canalopathie la plus fréquente, celle que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est le syndrome du QT long. C'est une anomalie de la repolarisation ventriculaire avec, vous le savez, un allongement de l'intervalle QT qui touche environ une naissance sur 2500-5000. Il y a de très nombreux gènes qui ont été identifiés, on va voir principalement ceux les plus importants. C'est une transmission autosomique dominante dans 95% des cas, et cette pathologie est responsable de troubles du rythme ventriculaire, à type de tachycardie ventriculaire, torsade de pointe, syncope, mort subite, avec un risque de mort subite qui est inférieur à 0,5% chez les patients asymptomatiques, mais qui avoisine les 5% en cas de symptômes. En pratique, comment on mesure un intervalle QT? Un intervalle QT, ça se mesure sur un électrocardiogramme de préférence à 50 mm/s. Quand vous faites un électrocardiogramme, il est à 25 mm/s. Donc le mieux, c'est de changer, de modifier les paramètres de votre électrocardiogramme et d'avoir un tracé à 50 mm/s et d'utiliser le QT corrigé avec la formule de Bazette. Alors vous n'avez pas la peine de... Alors oui, il faut savoir comment le mesurer, c'est-à-dire qu'on mesure l'intervalle QT, l'intervalle RR, et en millisecondes, et on obtient le QT corrigé en mettant l'intervalle du QT sur la racine de RR, mais en fait vous avez plein d'algorithmes que vous pouvez télécharger qui vous le donnent. Il y a plein de calculettes de score de risque, donc vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. On dit qu'il y a un allongement de l'intervalle QT quand l'intervalle est supérieur ou égal à 460 millisecondes. Voilà, et on va voir, alors il y a un score de Schwartz, le principal score, et si vous avez en fait un score, alors ça vous le retrouvez partout, hein, et si vous avez un score qui est au-dessus de 3,5, il y a une forte probabilité, et moins il y a de points, moins il y a de probabilité que vous ayez un syndrome du QT long. Donc en tout cas, l'intervalle QT supérieur à 460 millisecondes signe en général le QT long. La génétique, vous allez voir que dans tous ces canalopathies, comme c'est des maladies héréditaires, l'importance de la génétique. Donc, trois principaux gènes qui sont responsables du QT long, c'est des gènes qui sont responsables en fait des canaux potassiques et qui vont allonger la repolarisation. Donc, il y a une augmentation des courants dépolarisants et une diminution des courants repolarisants. Plus important, c'est le LQT1, on va voir ce que ça donne sur l'électro, avec le gène KCNQ1, le LQT2 avec le KCNH2 et le LQT3 avec une mutation sur le gène SCN5A qu'on va retrouver dans une autre canalopathie qu'on va voir juste après. Donc, vous avez vu, hein, il y a une liste, on est maintenant à plus d'LQT17, mais les principaux, c'est LQT1, LQT2, LQT3. LQT1, c'est pratiquement, c'est le plus fréquent, donc c'est un allongement de l'intervalle QT avec une montée qui a une morphologie normale. Et les symptômes arrivent principalement à l'effort, lors des efforts de natation. Ensuite, on a le LQT2 qui a un aspect en double bosse, avec un allongement de l'intervalle QT. Et lui, la survenue des troubles du rythme, c'est aux émotions et aux bruits sonores, c'est-à-dire que typiquement, vous avez un patient qui fait une mort subite suite au réveil, qui le réveille le matin, et ben, il faut penser au LQT2.
Et vous avez le LQT3, qui est un intervalle QT très allongé avec une onde T ample. Et les troubles du rythme surviennent plutôt là, au repos, au sommet. Donc moi, mon topo étant la stratification du risque, on va parler de la stratification du risque dans le QT long. Alors, plusieurs paramètres, donc il y a l'intervalle QT qui est très important, il y a l'âge, le sexe, la génotype et l'antécédent de syncope. Vous pouvez déjà voir sur cette diapositive, donc vous avez ici l'intervalle QT, vous avez les femmes, les hommes et l'âge au milieu, et s'ils ont fait une syncope ou non, sous bêta-bloquant ou sans bêta-bloquant, vous allez voir. Et vous voyez que pour les femmes, il y a une prédominance entre 13 et 20 ans. Alors surtout s'il y a un antécédent de syncope, hein, le risque de faire une mort subite est augmenté. Et chez les hommes, bien sûr, plus l'intervalle QT est long, plus il y a un risque de mort subite. Mais chez les hommes, il faut vraiment se méfier de l'enfance. Les enfants, les petits garçons font plus de morts subites que les femmes au même âge. Donc les femmes, c'est surtout un pic entre 13 et 20 ans. Et les garçons, ben, ça commence déjà dans l'enfance. Donc je vous ai dit, il y a les antécédents de syncope, l'âge, l'intervalle QT et le sexe. Au niveau du génotypage, vous voyez en fait que le risque de mort subite est beaucoup plus important pour le LQT3 avec la mutation au niveau du gène SCN5A que pour le LQT1 et le LQT2. Et pareil, donc le gène modification SN5A, gros risque avec LQT3, et pareil, chez les femmes entre 13 et 20 ans, et chez les hommes, ça commence plus tôt, et encore plus si le risque est encore plus élevé en cas de syncope sous bêta-bloquant, c'est-à-dire que le traitement est inefficace. Donc que disent les recommandations? Eh bien, vous voyez déjà que pour le QT long, l'intérêt de la génétique a un intérêt diagnostique, pronostic et thérapeutique, puisque vous avez vu qu'en cas de certaines mutations, par exemple pour LQT3, eh bien, en fait, le risque de mort subite est plus important. Donc tous les patients chez qui vous diagnostiquez un QT long doivent avoir un test génétique. Alors je sais que ce n'est pas évident, parce que je ne suis pas sûre qu'on fasse des tests génétiques ici, mais voilà. Dans les recommandations, il faut qu'il y ait un test génétique. Ça permet une stratification du risque importante. Que disent les recommandations en cas de QT long? Il y a des recommandations générales. La première chose, c'est d'éviter les médicaments qui prolongent le QT. Là, vous l'avez dans tous les... Vous tapez qtdrugs.org et vous avez tous les médicaments qui sont contre-indiqués. Il y a plein de médicaments, que ce soit des anti-arythmiques, des anti-angineux, des antibiotiques, des antimigraineux, enfin. Là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc voilà, ça vous pouvez, et systématiquement, les patients, vous devez leur remettre, c'est une obligation de leur remettre une liste des médicaments contre-indiqués en cas de QT long. Donc, après avoir remis la liste des médicaments contre-indiqués, il faut vraiment corriger les troubles hydroélectrolytiques, ça c'est très important. Donc ça, c'est des recommandations générales de classe 1, ça c'est une obligation. Ensuite, la deuxième chose, c'est la place des bêta-bloquants. Si vous devez retenir quelque chose du QT long, c'est bêta-bloquant. C'est-à-dire que là, vous voyez que vous devez prescrire des bêta-bloquants chez tous les patients qui ont un QT long, même les patients qui sont asymptomatiques. C'est en classe 2A, mais tous les patients doivent avoir des bêta-bloquants. Alors les bêta-bloquants, ça marche surtout sur le LQT1 et le LQT2. Ça ne marche pas trop sur le LQT3, et on va voir. Le LQT3, c'est plutôt la mexilétine qui est prescrite. Les bêta-bloquants. Quels bêta-bloquants prescrire? Donc là, c'est une méta-analyse sur plus de 9000 patients qui ont comparé l'athénolol, le métoprolol, le nadolol, le propranolol. Alors, en gros, ils sont tous efficaces sur le LQT1, mais l'athénolol et le métoprolol n'étant pas très efficaces sur LQT2, puisque ça passe la barre, là, vous le voyez, il ne faut pas les utiliser. On doit principalement utiliser le nadolol, qui est le Corga, et le propranolol, qui est l'Avocardie, à des doses que je vous ai mis ici, 1 mg kg par jour pour le nadolol et 2 à 3 mg kg jour pour le propranolol. Ensuite, après les bêta-bloquants, en cas de troubles du rythme sous bêta-bloquant, eh ben, il y a indication
à l'implantation d'un défibrillateur. De toute façon, les patients qui font des syncopes sous bêta-bloquants, ou même sans bêta-bloquants, ils ont une indication à l'implantation d'un défibrillateur. Et quand le défibrillateur est contre-indiqué, alors je ne sais pas vraiment pourquoi il serait contre-indiqué, on peut éventuellement proposer une dénervation. Ça ne se fait pas fréquemment, c'est quand même plus simple d'implanter un défibrillateur. Donc plein de scores de risque que vous trouvez partout. Et par exemple là, vous en avez un, et avec ce score de risque, et si le score est supérieur à 5%, et vous voyez que la génétique est très importante, puisqu'il rentre dans le calcul du score de risque. Donc par exemple, là pour ce score, si le score est supérieur à 5%, il y a une indication de défibrillateur. C'est un peu comme tous les scores que vous connaissez dans la cardiomyopathie hypertrophique, il y a des scores pour tout. Ensuite, on passe au Brugada, qui est la deuxième canalopathie, j'allais dire la plus fréquente. Elle atteint les canaux sodiques, alors que le QT long, c'était plutôt les potassiques. Altération de la dépolarisation ventriculaire. L'âge de découverte, il est très large, de l'enfance jusqu'à 77 ans. L'âge moyen de survenue du premier épisode, c'est autour de 40 ans. C'est principalement des hommes. Et là, c'est une mutation au niveau du gène SCN5A, un peu comme le LQT3. Donc, il a un caractère endémique en Asie du Sud-Est, et puis ailleurs, on le voit plus rarement que le QT long, mais on peut tomber sur des électrocardiogrammes avec un syndrome de Brugada, je vais vous montrer. Donc, c'est une entité unique, le syndrome de Brugada, ça associe, comme je l'ai dit, un cœur structurellement sain, un électrocardiogramme pathognomonique, je vais vous montrer, avec une élévation du point J, et la survenue de troubles du rythme ventriculaire. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a décrit des types 1, type 2, type 3. Le Brugada, c'est le type 1. Vous ne pouvez pas parler de Brugada avec un type 2 si vous avez juste une surélévation un petit peu de votre point J de moins de 2 mm. Il faudra peut-être faire des tests après, mais on parle de Brugada. C'est le segment ST convexe, le sus-décalage d'au moins 0,2 millivolts et une ascension du point J de plus de 2 mm. Donc c'est ça, le syndrome de Brugada. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous suspectez un Brugada, vous avez dans la famille des antécédents de mort subite, il faut vraiment essayer d'avoir un électrocardiogramme en déplaçant le V1, V2 au deuxième espace intercostal, troisième espace intercostal. Parce que normalement, votre électro normal, c'est le quatrième espace intercostal. Et des fois, en fait, vous avez un électrocardiogramme avec un léger sus-décalage en V1, et dès que vous remontez votre V1, V2, vous avez l'ascension du point J qui ressort. Donc, cette ascension, ce Brugada, peut être soit spontanée, avec l'élévation des dérivations, soit provoquée lors de la fièvre avec la prise de certains médicaments, ou quand des fois on fait des tests parce qu'on a des antécédents familiaux de Brugada, donc ça nous amène à faire des tests avec la schmaline ou la flicaline pour voir si on arrive à dévoiler un syndrome de Brugada. Cliniquement, en fait, le Brugada, il est symptomatique dans un tiers des cas, asymptomatique dans la majorité des cas. Et quand il est asymptomatique, en général, ce n'est pas du screening familial, c'est plutôt, on tombe par hasard sur un électrocardiogramme en consultation et on dit « Ah, il y a un problème sur l'électrocardiogramme ». Donc, les patients chez qui vous découvrez sur l'électrocardiogramme un syndrome de Brugada doivent avoir aussi un test génétique. C'est recommandé de rechercher une mutation au niveau du gène SCN5A. Alors il y a un score qui s'appelle le score Shanghai, qui est plus un score de risque. Je vais vous montrer juste, en fait c'est pareil encore. Quand vous avez plus de 3,5 points, vous prenez tout ça, les antécédents familiaux, l'histoire clinique, l'électrocardiogramme et la génétique, vous mixez tout ça. Si vous avez un score élevé, il y a une forte probabilité d'avoir un Brugada, sinon c'est peu probable. Donc la génétique a une importance, mais pas autant que le syndrome du QT long. La stratification du risque, en gros, c'est plus risqué d'avoir un type 1 spontané qu'induit par la fièvre, les médicaments ou la schmaline. Et si des fois on part à une exploration électrophysiologique en faisant une stimulation ventriculaire programmée, c'est plus risqué quand la stimulation ventriculaire positive et quand la stimulation ventriculaire programmée est positive que quand elle est négative. Et donc, c'est évident, ça tombe sous le sens. Quand vous avez un type 1 avec une stimulation ventriculaire positive,
le risque est plus élevé de mort subite. Alors, il y a Sierra qui a proposé une stratification du risque pour savoir comment prédire les événements arythmiques qui combinait électrocardiogramme, antécédents familiaux, dysfonction sinusale, oui ou non, syncope, stimulation ventriculaire. En gros, plus vous avez de points, plus vous avez un risque d'avoir une mort subite. L'équipe de Props à Nantes, qui travaille beaucoup sur la génétique, a essayé de tester la robustesse des différents scores qui existaient entre le score de Shanghai et le score de Sierra. Et en fait, sur la plus grande cohorte française, parce qu'il y avait plus de 1600 patients inclus, et on s'est rendu compte en fait que les scores pour stratifier le risque étaient très bons quand vous aviez un risque très faible, c'est-à-dire un score par exemple à 0 ou un score qui dépassait les 5. Mais pour tout ce qui est score intermédiaire, on n'arrive pas bien à stratifier. Ces scores sont moins discriminants et donc on a des difficultés à stratifier le risque de mort subite chez les patients qui ont un score intermédiaire entre 1,5 et 4. Donc, assez difficile de faire une stratification du risque. Comme pour le QT long, pareil, il faut éliminer, vous avez aussi, je vous ai remis le www.brugadadrugs.org, il faut éliminer, vous avez des médicaments à éliminer. Donc, obligation de donner cette fiche aux patients. Il faut éviter de la fièvre et puis bien sûr la contre-indication de tous ces médicaments. Alors, c'est pas comme le QT long, on n'a pas de médicaments spécifiques à donner comme le QT long, éventuellement la quinidine, mais la quinidine c'est plutôt une indication de classe 2A, et si le patient a un type 1 et qu'il a fait une syncope, il y a une indication d'implantation de défibrillateur. Je vous rappelle qu'un type 1 spontané, qui n'a aucun antécédent familial, qui n'a jamais fait de trouble du rythme, qui n'a jamais fait de syncope, c'est juste surveillance. Et bien sûr, éviter la fièvre, lui donner la liste des médicaments, mais ce n'est pas une indication d'implantation de défibrillateur. Les tachycardies ventriculaires catécholergiques, le troisième volet, donc c'est une canalopathie qui là va toucher principalement les canaux calciques avec des mutations au niveau des gènes qui codent pour les récepteurs de la ryanodine et de la calséquestrine, donc c'est les récepteurs qui sont responsables des échanges dans le cœur de calcium, et qui entraîne des troubles du rythme ventriculaire, principalement à l'effort, chez l'enfant, à très haut risque de mort subite. Elle représente quand même 12% des morts subites non expliquées et même plus que 1,5% des morts subites du nourrisson. C'est principalement chez les garçons, enfants, puisque l'âge de la première syncope est aux alentours de 7 ans, même moins, et c'est des tachycardies ventriculaires bidirectionnelles, donc vous avez le QRS, c'est un peu comme des torsades de pointe, mais qui arrivent à l'effort. Donc c'est vraiment, ça donne deux directions. Vous voyez là, des fois le QRS il est vers le haut, des fois vers le bas. Donc ça c'est très important, d'où l'intérêt chez ces patients de faire une épreuve d'effort. Le test génétique est très important dans la TV catécholergique pour faire le diagnostic. Quand on a un doute, eh bien, on va tester les gènes pour la ryanodine et la calséquestrine, et si c'est positif, on peut poser le diagnostic de tachycardie ventriculaire catécholergique, parce que c'est un diagnostic qui est très probablement sous-estimé, et en fait, il y a beaucoup plus, la prévalence est importante, et en fait, elle est sous-estimée, parce qu'on ne fait pas assez de tests d'effort et qu'on n'y pense pas forcément chez les enfants. Donc, le traitement, et ben là aussi, c'est comme le QT long. Donc, il y a déjà les recommandations. Mais les recommandations, ce n'est pas l'éviction de certains médicaments, c'est plutôt l'éviction du sport, la contre-indication du sport en compétition. Donc, c'est vraiment d'éviter les efforts chez ces jeunes enfants. Et le traitement, bien sûr, c'est dans tous les cas, les bêta-bloquants. Il y a vraiment forte dose. Donc, la posologie, en général, du nadolol qu'on donne, parce qu'on aime bien donner le Corgar dans cette... En rythmo, en général, on aime bien donner le Corgar. C'est des doses qui sont à 1,5 voire 2 mg kg jour et données en 2 prises chez l'enfant parce que le métabolisme est plus rapide. Donc, les bêta-bloquants, et bien sûr, s'il y a eu un arrêt cardiaque récupéré, une syncope, on ira directement au défibrillateur. Donc, bêta-bloquant, bêta-bloquant. Le QT court, alors j'ai dû le voir peut-être une fois, 2 fois. C'est hyper rare. Donc là, c'est comme le QT long, mais autant le QT long, c'est une perte de fonction, là, c'est un gain de fonction. Donc, c'est les mêmes gènes incriminés pour le QT long.
Et les patients qui ont un QT court sont en risque, ces mutations-là sont en risque élevé de fibrillation atriale dès le jeune âge et risque de mort subite par fibrillation ventriculaire. Donc le diagnostic, c'est un QT court inférieur à 320 millisecondes. Et souvent, ils font des arrêts très jeunes, avant 40 ans. L'intérêt de la génétique, pas trop. Bon, même si c'est les mêmes gènes, on n'a pas trop. De toute façon, on en voit tellement rarement. Bon, voilà. Il faut les génotyper, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Le traitement, alors, le traitement, c'est en cas de QT court chez des patients qui ont fait un arrêt, excusez-moi, indication de défibrillateur. Ensuite, je vais parler de la continuité. Bon, la repolarisation précoce, c'est hyper rare. C'est aussi une mutation du gène SCN5A. Vous avez en fait une dérivation du point J dans les dérivations inférieures et latérales. C'est très rare, on n'en parle pas, surtout que ça peut être ethnique. Des fois, on a des troubles de la repolarisation, des délégations du point J, qui sont ethniques et qui n'ont rien à voir avec la repolarisation précoce. Et de toute façon, repolarisation précoce, il n'y a rien à faire, puisqu'en fait, le diagnostic en fait, est généralement fait après une mort subite récupérée. Donc, on n'en parle pratiquement pas. En conclusion, excusez-moi, dans les canalopathies, je vais vous laisser lire parce que je vais pouvoir continuer. Mina s'est réveillée à 4h du matin. Électrocardiogramme, 12 dérivations. Ne pas hésiter à mettre le V1, V2 plus haut. Faire des haltères répétés. Faire des épreuves d'effort. Faire des ionogrammes sanguins. Absolument génotyper les patients. Et à partir du moment où on parle de génotypage, c'est le dépistage familial quand vous avez un diagnostic de QT long, de GADA, de TV catécholergique. Bien éduquer vos patients. En cas de fièvre, traiter rapidement. Donner la liste des médicaments, principalement dans le QT long, dans le GADA. Corriger les troubles ioniques. Apprendre aux gens, apprendre éventuellement à savoir ce que c'est une syncope. Apprendre le pouls. Avoir des défibrillateurs à proximité des clubs de sport, d'enfants, de jeunes. Et les traitements, si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, c'est bêta-bloquant, 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 principalement le Corgar et la blocardine. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et si échec des bêta-bloquants, implantation d'un défibrillateur. Merci.